but there's one quote that's been inescapable for you at this point, and everybody says that you once said or alluded to Black Americans not having any culture. So they were like, well, wait a second, why is he wearing shoes that look like Tim's and sampling an American song if Black Americans have no culture? Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va décrypter la position si particulière de Burna Boy dans l'écosystème. Et si vous connaissez bien la chaîne, si vous êtes là depuis quasiment le début, vous savez qu'en réalité, c'est une suite directe à la vidéo qu'on avait faite en 2020 sur l'ascension de l'afrobeat sur la scène internationale. Et à l'époque, Burna Boy faisait polémique pour un propos précis. Il disait « J'ai toujours pensé et j'ai toujours su que j'étais le meilleur. Toutes les personnes que vous pensez être les meilleures savent que je suis le meilleur depuis Fela Kuti. » Et la phrase qui avait particulièrement choqué était celle-ci. Personne n'a ouvert la voie pour moi. Tout le monde s'est cherché. J'y suis arrivé. Si vous saviez comment ils nous ont fait paraître faibles en suppliant et en payant le monde occidental, donc les États-Unis, pour qu'ils nous voient et pour qu'ils nous aiment, vous verrez qu'aucune table n'a été dressée et que je suis celui qui vous apporte le respect dont vous bénéficiez actuellement. Clairement, là, il piquait un peu ses petits camarades Wizkid et Burna Boy. Et plus tard, dans une interview pour le GQ Magazine dans l'année 2020, il va continuer en disant « J'ai pris chaque marche de l'escalier pour arriver là où je suis. Personne ne m'a ouvert la voie pendant que les autres, eux, prenaient l'ascenseur. De toute façon, moi, je suis un poids lourd. Je ne serais pas rentré dans l'ascenseur. Et maintenant, je connais tous les étages. » Quand on réécoute tout ça en 2023, ça peut sembler totalement incohérent dans les polémiques qui entourent Burna Boy. Aussi bien chez les Africains qui lui reprochent pour beaucoup d'être un vendu, de manquer de respect à l'afrobeat, que chez les Afro-Américains qui le reprochent d'être quelqu'un qui exploite leur culture, qui ne les respecte pas. Et au milieu de tout ça, on pourrait se dire que Burna est un peu un artiste incompris, ou alors qu'il mérite tout ce qui lui arrive, mais dans tous les cas, avant d'entrer dans cette analyse, cette vidéo est sponsorisée. Et c'est donc chez Nation, une fois encore, qui sponsorise cette vidéo. Et en fait, je vais pas vous le présenter parce que apparemment les retours sont plutôt bons. On m'a dit que ça connectait plutôt bien entre l'audience Music Feelings et l'audience chez Nation. Mais vu qu'il faut bien faire les choses, c'est quand même la marque numéro 1 sur le drip. Elles arrivent dans ces box que j'adore, lumineuses sans les excès du clip de All of the Light de Kanye West. Et en plus, vous avez bien sûr un choix absolument extensible. Si vous êtes plutôt dans un style voyant, les Cuban Links, les grosses chaînes, vous en trouverez sur le site. Moi, vous savez que je suis un sentimental. Oui, je sais que ça ne se voit pas sur les réseaux sociaux. Mais si je montrais que j'étais sentimental sur les réseaux sociaux, tout le monde me tomberait dessus. Mais en vrai, je suis un sentimental. C'est pour ça que je préfère des bijoux un peu plus discrets. J'ai toujours mon petit pendentif là. Ou alors une petite chaînette quelque part. Des trucs plus discrets. C'est parce que c'est le vrai moi. Mais je ne peux pas totalement le montrer sur les réseaux sociaux. Sinon, je me ferais bouffer. Mais justement, vous avez l'occasion d'aller sur le site de Chez Nation et de composer le look qui vous ressemble parce qu'il y a énormément de diversité. Ou alors de composer, d'offrir le look qui sera adéquat pour votre partenaire. Parce que, encore une fois, c'est beau de recevoir un petit cadeau comme ça. Non, je trouve ça cool. Mais il y a une petite nouveauté, un petit twist, à savoir les Slicks. C'est un projet qui développe depuis 2 ans et c'est donc le mariage entre l'univers du drips et des sneakers. Les bijoux qui vont venir orner vos chaussures, ça a l'air super cool et justement pour pouvoir en bénéficier en avance, en amont, vous pouvez vous inscrire tout de suite sur leur site pour avoir plus ou moins quelques pièces exclusives. En plus, à l'instar d'un album de Drake, rien n'a changé, à savoir que leur service client est toujours excellent, noté 5 étoiles sur Trustpilot. Les bijoux sont garantis à vie. Vous avez la livraison gratuite en France et possible à l'international et en tapant mon code à moi, vous avez encore une fois 30% de réduction sur tous les achats que vous allez faire. Franchement, je suis vraiment sentimental. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose là-bas qui vous ressemble aussi. Let's go! Je suis un géant africain, je suis le meilleur. Quand Burna Boy tient ses propos-là en 2020, il pique Wizkid et Davido pour ceux qui s'en souviennent parce qu'il oppose les différentes stratégies. Burna Boy commence en 2012-2013 au Nigeria dans un mélange entre le reggae et l'afrobeat et il va prendre plusieurs années afin de macérer le personnage qui va lui permettre d'arriver au mainstream. Ce qu'il va commencer à faire avec l'album Outside en 2018. Et comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est une différence de stratégie. Wizkid et Davido qui ont déjà un succès conséquent, bien plus fort que Burna Boy et qui vont enchaîner les hits, au moment de faire le passage, la transition pour toucher un public beaucoup plus mainstream aux États-Unis, vont effectivement dans un premier temps changer leurs identités sonores, ce qui va frustrer leur fanbase. C'était par exemple le cas ici sur cet album de Wizkid. Ou encore avec Davido qui a été le plus fortement touché avec cette EP signée chez RCA.
Donc en gros, eux ils payent les artistes afro-américains pour pouvoir leur permettre d'accéder au marché américain. Burna Boy va avoir la chance de réussir à faire l'inverse, c'est-à-dire que lui il va revenir sur les bases d'un son très afro, qui va lui-même appeler l'afrofusion, avec un mélange de jazz, d'afrobeat moderne, d'un peu de rap, d'un peu de reggae par-ci par-là, quelque chose de très roots et actuel à la fois. Il va y rajouter une petite poudre de politique, parce que tout ça était bien sûr principalement inspiré par Fela Kuti. C'est l'étape numéro 1 et c'est une cat's-eyes ou presque. Mais quand vous écoutez African Giant, vous êtes quasiment hanté dans l'esprit d'un des plus grands artistes africains de tous les temps, à savoir Fela Kuti, parce que Burna Boy réussit de façon très fine d'ailleurs à reprendre plein d'inspirations de Fela Kuti, à les intégrer à son son et à donner cette inspiration moderne. Sur des titres comme Ye, ici vous entendez Sorrow, Tears and Blood de Fela Kuti. Le phrasé dans More Life vient de Fela Kuti. La structure dans Dangote vient de Fela Kuti. Sur la chanson My Money, My Baby, l'inspiration jazzy derrière, la manière dont ça vient, c'est encore une fois Fela Kuti sur Shakara. Il a vraiment repris à son compte tous les éléments du personnage de Fela Kuti pour l'intégrer à sa musique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment précis de sa carrière, il y a un peu ce message politique, parce que Fela Kuti c'est un artiste clairement engagé. Ça avait créé débat à l'époque parce qu'effectivement, il y avait deux églises. Il y avait une église qui disait oui, il a des liens familiaux, sa famille a travaillé pour Fela Kuti, donc c'est un peu normal qu'il reprenne le flambeau. Et il y avait un second côté, qui est plutôt celui que je partage, à savoir que ça m'a souvent gêné, mais au-delà du sampling. Ça m'a gêné dans la manière dont il est sur scène. Dans la manière dont il est sur scène, il retire son t-shirt et tout, c'est un excellent performeur, mais vous voyez qu'il a appris Fela Kuti par cœur. Les onomatopées, c'est incroyable sur Jah Aere. Vous entendez Fela Kuti, il prend exactement les mêmes fins de phrases, les mêmes signatures vocales que Fela Kuti. Et là, j'aime bien le projet African Giant. Mais les gens qui nous expliquent tout le temps, oui, c'est parce que ses parents étaient managers de Fela Kuti, pour moi, c'est de l'hypocrisie, soyons honnêtes. Si dans 10 ou 15 ans, la nièce d'Alicia Keys commence à faire carrière et qu'elle reprend plein de trucs de sa tante, vous allez commencer à dire que c'est une copieuse et que c'est pas original. Là, on pardonne parce qu'effectivement, on était fiers de voir le succès que Burna Boy rencontre à l'international avec un son aussi roots. Et c'est aussi ce qui lui fait dire à ses compères à ce moment en 2020, parce que Wizkid n'a pas encore cartonné avec Essence, que finalement, c'est moi qui apporte la lumière avec un vrai son afro. J'ai pas eu besoin de changer mon son pour vous apporter la lumière, mais bien sûr, ceux qui suivent un peu sa carrière peuvent savoir que ce discours de 2020 paraît complètement désuet quand on entre en 2021 et que Burna Boy décide de faire un album avec Diddy en producteur exécutif et qu'il quitte complètement donc cette direction artistique. C'est limite drôle sans l'être, c'est-à-dire que juste après avoir critiqué la stratégie des autres qui consistait à travailler avec les artistes américains pour avoir plus de succès aux États-Unis, Burna Boy va les rejoindre sur ce terrain-là avec Twice as Tall, qui est un album sur la grande moitié, beaucoup plus pop dans la structure. On retrouve d'ailleurs Timbaland sur des titres comme Way Too Big. On retrouve, c'est Diddy, donc il y a Mario Winans qui lui fait plusieurs chansons dont Real Life avec Stormzy.
Et en fait, dans cet album, on retrouve d'ailleurs Chris Martin et Youssouf N'Dour. On comprend bien qu'il essaie à la fois de toucher le large public afro-américain, ce qui va définir donc la suite de sa carrière, et bien sûr de conserver le public africain qu'il a gagné et acquis avec son personnage inspiré de Fela Kuti dans African Giant. Maintenant, bien sûr, certains vont commencer à se dire, mais pourquoi est-ce que tous les artistes africains essaient à chaque fois de toucher les États-Unis, ils peuvent avoir du succès en Afrique et c'est tout. Sauf que pour moi, c'est un débat qui est hors sol ou alors totalement lunaire. C'est comme si vous aviez une entreprise et que votre entreprise marche super bien dans 2-3 marchés mondiaux. Elle marche bien en Europe, elle marche bien en Afrique, et voyant que ça marche plutôt bien, vous vous dites, si vous atteignez le plus grand marché du monde, en fait, ça va vous permettre d'avoir encore plus d'exposition partout dans le monde et de vendre encore mieux. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'arrêter ou alors se restreindre de pouvoir vendre aux États-Unis s'il le peut et si ça ne freine pas justement son succès dans son pays. C'est pour ça que autant d'artistes nigérians le font. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse penser, nous vivons encore culturellement sur une hégémonie américaine. Quand une chanson cartonne aux États-Unis, vous sont quasiment sûr qu'elle va commencer à être diffusée ou alors testée dans la plus grosse partie des marchés mondiaux. Donc pour cette génération d'artistes africains, d'une part, on grandit en écoutant du R&B et du rap américain. C'est déjà un objectif personnel, mais de l'autre côté, il y a derrière le fait de se dire que si je cartonne aux États-Unis, je vais avoir de meilleurs cachets, je vais avoir une plus grande reconnaissance et ce sont des Américains. Les Américains sont extrêmement chauvins. On voit avec Twice as Tall, qui n'était pas forcément meilleur que African Giant. D'un coup, l'industrie de musique américaine au Grammy reconnaît dans leur crédit des gens qu'ils connaissent. Et bizarrement, Twice as Tall va lui permettre de gagner le prix du meilleur album Afrobeat au Grammy Award. Ce qui peut paraître léger comme ça quand on voit sa si jeune carrière, mais c'est très bien pour lui. Dans 10-15 ans, on parlera de lui comme étant l'un des premiers artistes de sa génération à avoir gagné un Grammy. Et les Grammy, rien que pour les cachets des concerts, ça fait grimper les chiffres. And this should be a lesson to every African out there. No matter where you are, no matter what you plan to do, you can achieve it. No matter where you're from, because you are a king. Look at me now. Grammy Award-winning Burna Boy. Et donc, depuis ce moment, Burna Boy est un peu comme un physicien à la recherche de la bonne formule, qui est en réalité très banale. C'est la formule que plein d'artistes R&B, à un certain niveau de leur carrière, essaient d'exploiter en se disant comment je vais faire pour passer dans un public pop sans perdre mon public R&B. Là, Burna est un peu en mode Ciara de 2007. Ciara va échouer, mais lui, justement, l'an dernier, en 2022, il sort un autre album qui s'appelle Love Damini, qui est exactement dans la même formule, à savoir très pop sur certains titres, avec des featuring parfois très lisses, très pop, avec Ed Sheeran sur For My Hand. Ou encore des collabs pour toucher le public latino avec Roller Coaster. Et justement, dans cet album, dans l'amas de petites formules pour pouvoir étendre son public en gardant son public africain, il va avoir le fameux Saint Graal, à savoir qu'il va sampler un tube R&B hyper connu de Toni Braxton, qui s'appelle donc He Wasn't Man Enough For Me et qui est produit par Rodney Jerkins. Et il va le faire dans une sauce très afro, très engageante. Ça va devenir Last Last. Et c'est un succès mondial pour lui, et pas simplement dans les chiffres, c'est-à-dire qu'il réussit à connecter d'un coup deux grosses audiences, à savoir que les Afro-Américains aiment Last Last, et de l'autre côté, les Africains adorent Last Last, sans que ce ne soit un immense tube mainstream, sans que ça ne passe 10 semaines en tête du Hot 100, et là, ce truc où il réussit à réunir culturellement les Afro-Américains et les Africains de l'autre côté de la Manche, pour lui-même, idéologiquement, c'est quelque chose de fort, parce que en filigrane, il défend toujours cette espèce d'union entre les Africains et les Afro-Américains. Quand il gagne au BET Award en 2020, sa mère va sortir une phrase qui ne va pas laisser les Afro-Américains insensibles. Elle va dire, il faut pas oublier qu'avant d'être quoi que ce soit, nous venons tous d'Afrique. That every black person should please remember that you were Africans before you became anything else. Thank you. Et le succès de Last Last finalement corrobore à ce moment précis cette vision de Burna Boy. Alors certes, c'est en contradiction avec ce qu'il disait en 2020. Toni Braxton, Rodney Jerkins et leurs ayants droit prennent plus de 60% des revenus. Ça veut dire que l'essentiel même des revenus de la chanson repart au compositeur originel, à savoir donc des Afro-Américains. Mais l'impact culturel que ça lui donne est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il veut continuer sur cette route.
Le sursaut d'orgueil de Burna Boy en 2020, si on est honnête, n'était clairement pas légitime. On voit les explosions de Rema sur un son très afrobeat, Wizkid revient avec Essence qui va carrément tout exploser dans les charts américains et en étant un peu low-key, même Davido, qui pour moi attaquait le plus fortement, on l'oublie, mais a été le premier à avoir une chanson afro largement diffusée dans les charts urbains. C'était Fall. Money fall on you. Banana fall on you. Donc oui, il est un personnage très charismatique, il est excellent en live, tandis que Wizkid pose souvent comme si c'était sa première édition de la Starac. Clairement, la force du mouvement se veut quand même collective. Mais toutefois, il a cette position particulière où il est aussi un peu dans la revendication politique et c'est pour ça que l'une de ses interviews va faire boom aux États-Unis et le suit jusqu'à nos jours. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu la rater. C'était il y a 4 mois. The Chinese American, yeah, has their respect, and they don't go through the things that African Americans go through because the Chinese American has a base. He actually knows where he's from in China. Right. And they have support from the Chinese government. You understand? Alors, ce moment est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'en réalité, cette vidéo était censée venir à la suite de celle sur Iggy Azalea, de celle sur Gwen Stefani, qui portaient toutes les deux sur l'appropriation culturelle. En fait, c'était une suite de vidéos et je voulais que Burna Boy arrive juste après. Pourquoi? Parce que dans ce moment, le journaliste lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la diaspora et il explique selon lui que la diaspora afro-américaine n'a pas énormément de respect et traverse des choses beaucoup plus difficiles que les diasporas sino-américaines et les diasporas italo-américaines parce qu'elle n'est pas reconnectée à sa base. Il explique que les autres ont leur base, ils connaissent d'où ils viennent et les Afro-Américains, ne sachant pas d'où ils viennent, en fait, ils n'ont pas de respect réel dans leur pays. Italian American, they know where their grandparents came from in Italy before. They know the first person in their family to come to America to start that line that made them Italian American. They know. The same goes for everyone else except the African American. Quand moi j'entends ça, je trouve ça assez logique. Je me dis que oui, c'est une manière de faire la reconnexion que sa mère et lui ont toujours voulu. Mais ce que je ne perçois pas, je dois l'avouer, c'est le fait qu'une grosse partie, pas une petite partie, une grosse partie des Afro-Américains vont vivre ça comme étant une insulte. This is our home. This whole thing, this narrative is some type of guest in our own homeland. This is our homeland. The narrative that they're trying to spew is that we're some type of lost immigrant group or something, and we're not. Ils vont vivre ça comme étant une insulte parce que, comme je l'ai déjà dit ici, notamment dans la diaspora française, souvent, pensent que les Afro-Américains sont leurs grands frères d'ailleurs. Sauf que les Afro-Américains, vous pouvez les écouter, je passe des vies à écouter les Afro-Américains en interview. Non, les Afro-Américains pensent que le monde c'est les Blancs Américains et eux et que le reste n'existe quasiment pas. Maintenant là, ils voient un peu l'Afrique parce que c'est Wakanda, mais chez eux, il y a un incroyable relent de xénophobie et vous le voyez très souvent quand on parle de leur rapport simplement aux artistes anglais. Donc déjà là, c'est l'artiste africain qui vient leur expliquer que pour avoir le respect, il faudrait revenir chez nous. C'est pas très bien vécu pour beaucoup d'entre eux, notamment les Fundamental Black Americans, qui eux estiment que effectivement ils ne sont pas descendants des Africains, mais qu'ils sont descendants des Afro-Américains, tenez-vous bien, natifs des États-Unis. Je vous dis ce que eux ils pensent, je n'ai pas la connaissance de ce qu'on écrit dans les livres d'histoire aux États-Unis. Donc déjà, eux, entraînés par plusieurs de leurs leaders, comme des Tariq Nasheed, Burna Boy est devenu leur cible privilégiée. Et vous voyez que c'est un mouvement qui est pas minoritaire. Par exemple, le film sur Whitney Houston a été appelé au boycott parce que l'actrice dans le film n'est pas une actrice afro-américaine. Ils expliquaient que selon eux, il y a trop d'actrices américaines, noires, pour qu'on puisse aller chercher une actrice anglaise pour jouer le rôle. Et je fais appel à votre imaginaire et je fais le lien avec certains des propos qu'on a tenus sur l'appropriation culturelle, parce qu'ici, il ne s'agit donc pas de couleur de peau. Il s'agit justement de culture. C'est-à-dire qu'ils estiment que, voilà, le monde c'est d'abord eux et c'est pas que des petits gens par-ci par-là. Rappelez-vous de Samuel L. Jackson qui avait quand même dit que dans Get Out, il aurait préféré que ce soit un acteur américain parce que comme c'était un acteur anglais, ça ne lui faisait pas super plaisir et c'est quelque chose que les acteurs anglais aux États-Unis vivent, même si les Afro-Américains le disent moins ouvertement et parce que ça fait moins bien et qu'on les a quand même poussés de fou dans le monde, dans tous leurs mouvements, ils ont vu qu'on existait quand il y avait Black Lives Matter et ce genre de choses, ils peuvent plus le dire de façon aussi explicite. Mais clairement, ils n'en pensent pas moins. Ils pensent qu'ils sont censés jouer leur propre rôle, que si un autre noir venu d'ailleurs leur prend quelque chose, en fait, il a sa place, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas tous les Afro-Américains qui pensent comme ça. Mais une grosse partie d'entre eux le pensent. Craig David vous le dira. You said a black woman in America versus an English woman. Like being English makes you less black. To me, that defines how
unintelligent the whole argument is. No disrespect to anyone that has that feelings. It is what it is. But the fact is, we're all black. Like, I know the young brother is in the movie, and he's British. I tend to wonder, what would that movie have been with an American brother? Some things are universal, but everything ain't. Puis Burna est une de leurs cibles privilégiées. Mais ils sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls parce que plein d'Afro-Américains qui sont même pas aussi extrémistes ont très mal vécu les propos de Burna Boy parce qu'ils ont entendu en vérité autre chose que moi-même je n'avais pas perçu. Eux, ils ont entendu les Afro-Américains n'ont pas de culture. Parce que le fait de dire pour eux qu'il faut se reconnecter à l'Afrique pour avoir une sorte de respect, dans leur esprit, ça n'est pas perçu en mode en fait si on fait un lien on sera plus fort, on connaîtra notre histoire. C'est perçu en mode notre histoire ne vaut pas grand-chose donc on a forcément besoin de revenir en Afrique pour pouvoir exister. Et comme pour beaucoup d'entre eux, pour moi, il y a des lacunes historiques réelles, parce que vous les voyez écrire quand même que oui, c'est les Africains qui nous ont vendus et ce genre de choses. Et c'est pas logique. Et donc ça a commencé à entraîner une série de polémiques aux États-Unis autour de Burna Boy, au point où Steve Harvey, le présentateur télé, dans une récente interview, a réagi. Il parlait de l'Afrique et à un moment, il leur a dit non, vous attaquez tous Burna Boy parce qu'il a dit que nous n'avions pas de culture, mais c'est nous qui reprenons le Burna Boy. C'est pas Burna Boy qui reprend de chez nous. Them Africans ain't stole nothing from us. They talk about Burna Boy stole this. No, we stole from Burna Boy. Them Africans is us, man. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que tout ça là se joue comme dans un film. Ça se passe, il y a la polémique. Beaucoup d'Afro-Américains se disent qu'il les a insultés, qu'ils n'ont pas de culture et ce genre de choses. Donc ils ont un peu la rage contre lui. Et là, Burna Boy lance sa nouvelle ère musicale. Et cette ère musicale, c'est quoi? C'est la suite de la précédente. C'est-à-dire qu'il a compris que Last a marché. Il a réussi à faire le lien entre le public afro-américain des années 2000, cette nostalgie-là, et un public plus afro. Bien sûr, il va faire un album totalement dans cette imagerie-là. Quand vous regardez la pochette de I Told Them, vous voyez clairement l'univers du hip-hop des années 2000, la manière dont il est habillé. On dirait un magazine américain des années 2000. Quand vous prenez le premier single, c'est la même formule que Last, cette fois-ci avec Brandy, et c'est les mêmes productions. C'est-à-dire que c'est Rodney Jerkins encore une fois, Brandy, un tube de cette période-là avec Maze, il appelle 21 Savage, et quand vous regardez le clip, on dirait un clip des années 2000 dans la banlieue américaine. So tell me if you want action until the lights back on. Oui, après Last, c'est le concept même principal du disque. Sur le second single, Big Seven, on a encore un sample très R&B afro-américain. Sur la chanson Cheat on Me, il sample encore une fois un tube R&B, cette fois-ci anglais, mais c'est dans la même formule, c'est avec Dave. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur le titre City Boys, il sample cette fois-ci Birthday Sex de Jeremiah. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram. En fait, vous avez compris le truc, il essaie de refaire African Giant à la sauce américaine. Il reprend plein d'influences, il veut les purger pour refaire un truc qui sonnerait assez authentique pour pouvoir lier les deux publics. Et là, ça coince. Ça coince parce que ça marche beaucoup moins bien sur le titre qui sample Brandy, qui a une vibe beaucoup plus hip-hop. Et en fait, sur plusieurs de ces titres, on entend clairement beaucoup plus l'influence américaine. Donc d'un coup, il se fait un peu attaquer sur son audience africaine qui lui dit « Mais ça ne sonne plus exactement comme ce que je faisais au début, la manière dont tu t'habilles. » C'est-à-dire qu'est-ce que Burna Boy est en train de devenir un vendu. L'audience sur laquelle ça marche le mieux, parce que c'est une audience bien particulière et qui est moins dans tous ces débats, c'est l'audience anglaise où l'album est premier d'ailleurs en première semaine. This means more to me than any of you can imagine. Because where I come from is actually a colony of this place. You feel me? And for me to be here today with the #1 song, that just tells you that anything is fucking possible, man. Et chez les Afro-Américains, bien sûr, il est accusé d'appropriation culturelle, surtout qu'il a dit qu'ils n'avaient pas de culture. Donc on a des spaces, on a des clubhouses, on a énormément d'acteurs du milieu afro-américain qui expliquent que Burna Boy pille la culture afro-américaine pour pouvoir avoir du succès. C'est lui qui semble nos classiques, Tony, Brandy, il devrait laisser notre culture tranquille. Même DJ Academics est venu nous dire que Burna Boy, qui touche à la culture afro-américaine avec autant de samples, en fait, ça donne une mauvaise image aux artistes africains. I think Burna Boy should quit with the samples. It's getting embarrassing and giving Afrobeat a bad name.
That's just my personal opinion, though, considering the fact that he can't do anything original himself. Et pour moi, ça a une odeur, parce qu'effectivement, on peut débattre de la stratégie de Burna Boy qui, voilà, est pas forcément la meilleure. Je trouve que les albums sont comme des melting pots de plusieurs choses. On n'a pas une unicité aussi forte, selon moi, que African Giant. Donc, c'est pas forcément le truc le plus efficace ou le mieux pensé qu'il l'ait fait. Mais maintenant, le fait qu'il le lui reproche autant à lui spécifiquement, c'est aussi parce que c'est un artiste africain qui vient sampler leur culture comme ils le disent. Donc, ils font bien la différence entre le fait que même si on est tous des noirs, on n'a pas la même culture, il n'y a pas à venir nous piller, même si c'est pour faire de la musique qu'on va tous écouter ensemble. Donc, dans un certain sens, ça rejoint ce qu'on avait dit sur d'autres artistes. Well, motherfucker Burna Boy, if you think y'all Nigerians are better than us, why the fuck you coming over here to promote your music? Why the fuck you over here then taking part of our culture that you claim we have none? Mais dans le même temps, il est attaqué par plusieurs personnes dans le public nigérian qui estiment qu'il se vend à l'industrie américaine. Contrairement à ce que lui-même disait en 2020, ils sont même allés jusqu'à couper une partie d'une interview de lui où il parle de l'afrobeat et explique que l'afrobeat n'a pas de substance. Ça a dû passer dans vos feeds d'actualité parce que la vidéo ont fait des millions de vues et on voit effectivement Burna Boy critiquer l'afrobeat en disant qu'effectivement ça ne parle pas de grand chose. En vrai, il n'y a rien derrière de véritablement profond. Nobody's talking about anything. It's just a great time. Tout le monde lui est tombé dessus en disant que c'était un ingrat qui critiquait maintenant la bouche qui lui avait fait manger et que si ce n'était pas l'afrobeat, il n'en serait pas là où il était. Mais en vérité, si vous regardez l'interview entière, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il compare l'afrobeat de Fela Kuti à l'afrobeat actuel et il dit qu'effectivement à l'époque c'était beaucoup de revendications alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins profond et il s'inclut dedans, même s'il dit comme il a toujours dit qu'il fait de l'afrofusion, mais ce n'est absolument pas le message qui est passé sur les réseaux sociaux. Pour la plupart des gens, Burna Boy a craché dans la soupe. It's so interesting watching him trash talk something he has been profiting off of for years on a global stage. Alors moi j'aime bien cet album de Burna Boy, j'aime bien l'ambiance mélo, je le préfère notamment au précédent qui me semblait un peu trop dans tous les sens. Mes préférés c'est Test, Approve and Trust. Thanks avec J. Cole dont j'apprécie beaucoup le couplet. Burna and me, we're running the shit for eternity. I fathered a couple of styles, I take a paternity leave. Et je crois DC. Alors il y a un petit côté mégalo qui selon moi lui dessert parce que très souvent c'est la même chose. J'avais dit que je serais le meilleur, je suis le meilleur, qui peut me tester, je suis le meilleur, j'ai travaillé pour ça. Donc voilà, je pense que c'est ce qui lui dessert, notamment sur une audience plus nigériane. Going off really, and then before we start, he just goes, bruh, this nigga is Tupac. And then I look around to see who he's talking about. It's me he's talking, like, yeah, this nigga is like Tupac and reincarnated in Africa and shit. Wow. Like, damn, that's kind of deep. D'ailleurs, même sa réponse aux Afro-Américains, même si moi je l'ai trouvé véridique, j'ai trouvé ça audacieux de sa part de leur répondre en disant bah il y a un souci selon moi d'ignorance par rapport à ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est pas vrai parce que je pense qu'il a 100% raison, mais le fait de le leur dire, je me suis dit ah ouais, il y a les couilles. I'm really glad you brought up. Like, I'm really glad you asked that question because it's like, yeah, like, people is really stupid. Like, people are really, really dumb. Like, it was all over my timeline the last couple of days. Because of stupidity. That's how there's one guy that looks like a donut. Now, it looks like a donut. It literally looks like a dancing donut. Like, does that even sound like... Does that sound like something? If you watch the video of the interview or whatever, the little whatever clip, which if you can show me the part where I said that Black Americans have no culture. If you can just, that's all I need. If somebody can just show me that part. There's nothing I said that Malcolm X didn't say. There's nothing I said that the Honorable Louis Farrakhan didn't say. Do you know what I mean? But obviously, it's Burna Boy saying it, and he's from Africa, and you know what I mean? C'est quelque chose selon moi d'indéniable. J'entends le côté où justement quand j'ai vu certains commentaires de personnes originaires des Antilles dire que effectivement ça pourrait vouloir signifier qu'on efface nos cultures, mais je pense pas que ce soit l'idée en fait. L'idée c'est vraiment le côté où parfois tu es dans un écosystème, notamment pour les Afro-Américains je pense, où bah tu ne te vois que down. Ils le disent tout le temps qu'ils sont toujours montrés dans les pires vices, ils sont toujours décrits de façon négative. Bah en fait si tu vas dans un écosystème où tu es entre parenthèses plus accepté juste pour ce que tu es, tu pourrais te sentir mieux, être moins mal par rapport
rapport à ce que tu subis dans l'endroit où tu le subis. Donc il y a un vrai problème chez eux d'éducation, de regard sur le monde. Je suis tombé l'autre jour sur un TikTok qui buzzait et le gars était très surpris d'être arrivé en Afrique et il disait à ses frères, vous voyez ici il y a des gens qui nous ressemblent et tout. Et il était honnête en fait. Franchement quand j'ai vu ça j'ai pris un paracétamol, je suis allé dormir. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on en soit encore là. Ils pensent que le African American qui est dans leur nom là vient d'où. Mais je sais qu'il y en a une partie qui sont honnêtes et il y a une autre partie qui n'est pas honnête, qui fait semblant parce qu'ils ne veulent juste pas être assimilés à l'Afrique. Ce sont de bons capitalistes qui se disent que c'est la pauvreté, c'est sale et ce genre de choses. Donc on veut pas regarder là-bas. Nous on est des vrais, des autochtones américains et je sais pas trop quoi. Mais de l'autre côté aussi, il y a beaucoup d'ignorance et de mauvaise foi de la part d'une grosse partie du public africain qui écoute désormais la musique africaine. C'est-à-dire que d'un coup, on a beaucoup de gens qui nous expliquent, oui mais pourquoi ils font des featuring avec les artistes américains, les Américains vont nous voler notre musique. On entend beaucoup ce genre de choses à l'inverse. Dès qu'il y a un featuring, dès qu'il y a un remix, il y a toujours le truc de que ils nous volent notre musique, notre culture. Et c'est pour ça que je pense que ces débats sont complètement fous. C'est vraiment de l'ignorance parce que vous voyez, Fela Kuti, qui est l'artiste majeur de ce genre musical. Bah en fait, à la base, le mec, il apprend le jazz et vous l'entendez dans sa musique en fait. Avant de créer ce qu'il va créer avec ses compères. Vous entendez l'influence afro-américaine sur ce qu'il va faire musicalement. Pareil, les artistes afrobeat, les 90% d'entre eux, ils écoutent peut-être plus la musique américaine actuelle parce qu'effectivement le niveau a quand même chuté, mais ils se sont inspirés, ils ont bouffé tous les albums des artistes américains, ils les connaissent par cœur. C'est une musique qui les a parcourus, ils ont grandi. Pour beaucoup d'entre eux où on diffusait beaucoup de musique américaine, ça les a inspirés, ça s'entend dans les prods, dans l'envie de collaborer avec ces artistes-là. Finalement, c'est la beauté de l'histoire. La beauté de l'histoire, c'est de se dire que les peuples ont été séparés il y a si longtemps, mais que culturellement, finalement, ils ont réussi à créer des liens, à interagir, qui 200 ans après, continuent de perdurer. C'est comme des vases communicants et je peux comprendre qu'on puisse me dire que je n'aime pas le fait que Wizkid s'américanise musicalement. Mais alors qu'on me dise que oui, les Américains ne doivent pas toucher à notre musique, voilà, ceci, cela, on nous vole et tout, ça me paraît totalement incohérent parce que l'histoire nous explique l'inverse. C'est un bel exemple malgré tout de complémentarité. Black actors, if you like, all over the world, look at Samuel Jackson as an example of a great actor who happens to be black. So the idea that he can dissect us into, well, English actors that are black are stealing roles from American actors is really ignorant. On est partagé entre des gens qui ont un gros complexe de supériorité et des gens qui ont nourri une sorte de complexe d'infériorité et qui, avec l'émergence des artistes africains sur la scène mondiale, se disent maintenant on va prendre notre revanche, laisser notre musique. Et je me dis toujours que si la toute première personne qui avait pensé à l'esclavage, vous voyez ça, il se dirait mais franchement, j'ai trop bien réussi. 400 ans après, ils se prennent encore la tête pour des choses qui devraient les réunir. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur la carrière et la position actuelle de Burna Boy dans le game, les polémiques qui l'entourent. Et vous avez vu, ça a commencé par ses propres dires en 2020, sa position en mode géant africain. Ensuite, pour aller lui-même collaborer avec des artistes américains pour pouvoir s'asseoir sur la scène américaine. Et quand il a trouvé la formule, il insiste dessus. De l'autre côté, on a beaucoup d'Américains qui voient d'un mauvais œil le fait qu'ils s'inspirent autant ou alors qu'ils piochent autant dans leur culture. Bref, vous avez tous les éléments de l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez aussi des Africains qui estiment que les Américains leur volent leur culture quand ils touchent les chansons africaines, alors que selon moi, comme je l'ai expliqué, c'est des univers qui s'entremêlent. Ce que vous pensez de son son aussi, parce que bon, c'est quand même beaucoup d'inspiration Burna Boy. Tous les artistes s'inspirent, mais quand même il a ce truc où il veut vraiment purger, presser comme une orange, Fela Kuti. Maintenant, les artistes un peu afro-américains, c'est légal, c'est rémunéré, mais est-ce que derrière il n'y avait pas quelque chose de gênant de façon purement musicale derrière tout ça? Ensuite, les différentes batailles que les Africains ont avec lui parce qu'il change de son et qu'ils se sentent au moins représentés par lui. Les autres aussi américains qui se trouvent qu'il vient piller leur culture. Que pensez-vous de ces différentes réactions? Que pensez-vous aussi du fait que beaucoup d'Afro-Américains fassent ces distinctions entre noirs d'ailleurs et noirs américains qui selon eux est très importante et qui se voit dans plusieurs métiers du show business? Est-ce que vous considérez par exemple que le fait que Burna Boy utilise autant de samples d'artistes américains R&B, c'est l'appropriation culturelle à l'instar d'Iggy ou alors à l'instar de Gwen Stefani? Comment voyez-vous ça? Je vous ai donné mon opinion en vous expliquant que pour moi c'est des vases communicants dans un sens et que c'est une bonne chose qu'on arrive à ça aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez devenir, ça c'est la grande question, prof d'histoire dans certaines écoles aux États-Unis? Est-ce que ça vous intéresserait comme job? Ou alors est-ce que pour vous c'est un peu trop dur? Ça
Ça, c'était vache. Mais avec le temps, vous comprendrez peut-être pourquoi. Parce qu'un jour, on fera peut-être une vidéo de tous les propos qu'ils peuvent tenir en interview. Parce que c'est incroyable. Bref, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça. Du fait que Burna Boy essaie de refaire un Last Last. Est-ce que pour vous, c'est déjà un classique? Est-ce que ça a même dépassé la version de Toni Braxton? Sachant que malgré tout, c'est elle et ses ayants droit à Rodney qui gagnent le plus d'argent dessus. Quelles sont vos chansons préférées de son dernier album I Told Them? Quelle est la chanson iconique de sa carrière? Dites-moi tout dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager au maximum. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.